Nous allons aujourd'hui parler donc de Camille Claudel. Camille Claudel qui est à l'honneur en ce moment au Musée Rodin. Musée Rodin qui présente une exposition. 22 œuvres de ce musée donc sont exposées en ce moment. Ce sont les 22 œuvres d'ailleurs que conserve ce musée. Camille Claudel qui est morte il y a 70 ans maintenant. Et aujourd'hui je suis avec Jeanne Fayard qui est historienne et qui est spécialiste de Camille Claudel et de Rodin aussi d'ailleurs. Et nous allons aujourd'hui parler avec elle d'un petit livre très plaisant qu'elle vient de sortir aux éditions Rive-Neuve Éditions et Archimbaud. Donc c'est une coédition en fait, Rive-Neuve et Archimbaud. Bonjour Jeanne Fayard. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons donc parler de votre ouvrage sorti cette année, Camille Claudel, naissance d'une vocation. Alors vous revenez sous forme d'un récit sur l'enfance de Camille Claudel. Camille Claudel qui a toujours fasciné, notamment sur sa relation avec Rodin, mais on apprend dans votre livre qu'elle a eu cette vocation de sculpter très tôt. Donc vous racontez cette histoire qui est peut-être pas très connue puisqu'on est souvent à s'attacher à la relation qu'elle a avec Rodin à partir des années où elle a 20 ans à peu près. Toute petite déjà et jusqu'à ses 17 ans, elle a un désir fou de sculpter. Et vous le racontez très bien. Et c'est vraiment un livre pour mettre en lumière cette jeune sculptrice. Oui, vous avez très bien présenté les choses. C'est-à-dire que on présente souvent Camille uniquement dans la relation à Rodin et plutôt souvent d'ailleurs en défaveur pour Camille. Bon, il y a le très beau film de Bruno Nuiten et Isabelle Adjani qui a mis en lumière la relation amoureuse et aussi la beauté de la sculpture. Bon, mais par rapport à Camille Claudel, on connaît moins comment les choses ont démarré. Et ce qui m'a intéressé, c'était ce qui l'a amené à sculpter avant sa rencontre avec Rodin. Mon livre, comme vous avez pu voir, se termine au moment où elle va rencontrer Rodin. Et donc je voulais montrer que elle avait d'abord une vraie vocation pour la sculpture. Elle avait déjà commencé une œuvre et d'ailleurs fait une exposition, ce qui est moins connu. Et surtout, je voulais montrer que même si elle n'avait pas rencontré Rodin, elle aurait été sculpteur très certainement de toute façon. Alors peut-être on en aurait moins parlé, on ne peut pas savoir, c'est ce qu'on appelle le destin. Mais j'ai tenu à montrer que dès l'enfance, dès l'âge de 9-10 ans, elle dessine d'abord beaucoup. Elle dessine tout ce qu'elle voit. C'est une façon naturelle de s'exprimer, alors que son frère, Paul Claudel, qui a 4 ans de moins qu'elle, lui, il écrit des petits poèmes qu'il ne montre pas d'ailleurs. Il écrit des petits poèmes et à 18 ans, comme vous savez, il va écrire sa première pièce de théâtre, qui n'a d'ailleurs qu'un acte, une très courte pièce. Mais quant à Camille, elle dessine aussi bien son chien que son chat, que tout ce qu'elle a, comme elle dit, sous la main, c'est-à-dire sa sœur, son frère, ses parents, son père qu'elle dessine qui est un humaniste, sa mère qui a un visage plutôt dur et renfrogné, c'était une terrienne. Comme vous savez, elle est née à Villeneuve-sur-Fer en Tardenois, qui est un petit village près de Fer en Tardenois, dans l'Aisne, c'est le nord de la France. Et sa famille, c'est une famille de la petite bourgeoisie terrienne qui est implantée dans ce village qui a environ 200 habitants. Et donc, la particularité, c'est que le père est ce qu'on appelle receveur des hypothèques à l'époque, c'est-à-dire au fond, contrôleur des impôts. Et il est envoyé tous les 3 ans en déplacement. Alors, je crois, Dieu merci pour Camille, c'est ce qui va lui permettre de faire qu'à l'âge de 12 ans, alors qu'elle dessine déjà depuis, comme je disais, depuis l'âge environ de 9 ans, la famille va se déplacer à Nogent-sur-Seine, où il va être nommé conservateur des hypothèques, et où là, elle va faire la rencontre du sculpteur Alfred Boucher. La ville de Nogent-sur-Seine, c'est une ville, c'est assez extraordinaire, qui a 3 sculpteurs de renom. Il y a Ramu, il y a Paul Dubois, qui est également originaire. Alors Ramu n'était pas originaire de Nogent-sur-Seine, il était originaire d'Aix-en-Provence. Quant à Paul Dubois, il était originaire de Nogent et il est allé
à Paris, il est devenu directeur de l'école des Beaux-Arts. Et quant à Alfred Boucher, le jeune Alfred Boucher avait des parents relativement modestes, puisque son père était jardinier et sa mère faisait des ménages chez Ramu. Il a appris aux côtés de Ramu. Il a appris comme les artisans autrefois. Et donc, Ramu était vraiment un artiste. Et quand Alfred Boucher a eu l'âge de travailler, il lui a obtenu une bourse par la ville pour aller à Paris suivre les cours à l'école des Beaux-Arts. Parce que les hommes avaient le droit d'entrer à l'école des Beaux-Arts. Alors revenons à Camille. Camille rencontre Alfred de Boucher, qui évidemment est très étonné par son talent, sa facilité naturelle, son aisance à modeler et surtout à donner le caractère des personnages. Par exemple, il voit son David et Goliath, qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, mais qui nous a été très bien décrit par un de ses biographes, Mathias Morard, qui avait interviewé Camille de son vivant, et où il raconte l'extraordinaire modelé de sa sculpture David et Goliath. Et puis beaucoup d'autres. Alors à ce moment-là, elle a 12-13 ans. Et donc il va lui apprendre les rudiments, et puis comment monter une sculpture, comment monter un plâtre avec une armature. Il lui donne quelques conseils pratiques. Il voit sa Diane Chasseresse, il voit un Napoléon qu'elle avait fait, parce qu'elle copiait beaucoup de gravures. À l'époque, elle avait d'abord un très grand sens de l'anatomie, très grand sens de l'observation. Elle observait sur son propre corps. Oui, vous racontez que c'est son père qui avait dans la bibliothèque un squelette. Voilà, lui, son père était un humaniste qui avait une très très grande culture. Il avait une belle bibliothèque. Et donc elle allait souvent dans la bibliothèque. Et il avait ce que les familles culturelles à l'époque avaient, un écorché, on appelait ça. C'est ça. Et donc c'était un squelette où elle mesurait les os. Et elle transportait tout le temps sur elle un os de rhinocéros. C'est très connu. C'est ce que vous racontez. Voilà, très très connu. Et très vite, la famille Claudel passe toutes ses vacances dans le village de Villeneuve. Et là, Camille obligeait son frère et sa sœur à poser pendant des heures. Alors, Paul raconte d'ailleurs par la suite, dans ses mémoires improvisés, qu'il s'arrangeait pour se tirer parce qu'elle était exigeante, très autoritaire, dominatrice, et lui fichant carrément vraiment une claque. S'il n'obéissait pas. Et sa sœur, elle l'a un peu mieux traitée. Elle en a fait une jeune fille avec des fleurs dans les cheveux. Donc, elle a aussi une autorité naturelle qui fait qu'elle impose très facilement son point de vue et son autorité sur toute la famille. Oui, c'est ce que vous racontez. Et c'est justement en imposant cette autorité, notamment auprès de son père, qui est quand même son meilleur allié, parce que son père est plutôt laxiste avec elle, contrairement à sa mère qui justement est très autoritaire, on comprend. Mais elle va réussir finalement à imposer même à la famille d'aller habiter Paris. Voilà. Donc ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que son père, il est fasciné au fond d'avoir une fille comme ça. Oui. Il le dira par la suite, plus tard. Pas tout de suite quand même. Il le dira beaucoup plus tard. À la fin de sa vie, il dira qu'il avait 2 enfants de génie. Et même Paul dira que Camille était la plus douée de la famille. Pour que Paul Claudel dise ça, c'est extraordinaire en même temps de reconnaître ça. Et donc, Camille avait un talent très naturel, mais sa mère ne supportait pas, parce que d'abord elle voyait que, au fond, elle séduisait, elle fascinait le père, ce qu'elle n'arrivait pas à faire, parce que Madame Claudel, une rivalité de femmes. Voilà, c'est ça qui du coup rend la relation très compliquée. Voilà, oui. Freud nous éclaire aujourd'hui. À l'époque, peut-être qu'elle ne pouvait pas comprendre ça, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à la psychanalyse, on a appris à comprendre ces mécanismes inconscients. On a même l'impression que la mère ne veut pas que sa fille réussisse. Oui, c'est très juste. C'est quand même dur. Il faut dire à la décharge de la mère, parce que ça serait injuste de ne pas... Il faut toujours essayer de comprendre. À la décharge de Madame Claudel, il faut dire que c'était une jeune femme qui avait une enfance très douloureuse, parce qu'elle était issue d'une famille bourgeoise terrienne, mais à l'âge de 6 ans,
elle perd sa propre mère. Son père est médecin, donc une bonne profession. Et au lieu que le père élève ses enfants, il les met en pension chez des religieuses. Le père se remarie, mais il ne reprend pas ses enfants. Elle se marie à 20 ans, 21 ans. Elle a une fortune de terre. Oui. Hein, ça compte beaucoup à l'époque. Madame Claudel est tout de suite enceinte d'un enfant, Charles-Henri, un petit garçon, qui meurt 15 jours après la naissance de la mort subite. Donc il faut dire que pour une jeune femme qui a de tels drames, et de plus, elle a perdu son propre frère, qui avait 3 ans de moins qu'elle, et donc on peut comprendre que cette jeune femme n'a rien eu de doux dans sa vie, et donc elle ne peut pas transmettre ce qu'elle n'a pas reçu. Et donc, quand elle perd son enfant, Charles-Henri, on peut comprendre qu'elle est tellement désemparée que lorsque Camille naît 1 an plus tard, d'abord elle lui donne un prénom qui est aussi bien celui d'un garçon que d'une fille, Camille, et puis elle ne supporte pas d'avoir une fille et pas un garçon. Camille n'a jamais reçu le regard de sa mère, alors que le père sait la regarder, avec tendresse. D'ailleurs, on sait bien qu'elle lui fera, entre guillemets, payer très cher cette rivalité, puisque elle ne viendra jamais la voir à l'asile en 30 ans. Sa sœur ne viendra jamais la voir non plus. Et Paul Claudel viendra la voir 13 fois en 30 ans. Bon, il était consul à l'étranger, diplomate, etc. Bon, passons sur le jugement possible qu'on puisse avoir, mais c'est le seul qui garde un lien avec elle très fort jusqu'à la fin. Elle lui écrit d'ailleurs des lettres magnifiques que Jacques Cassard a publiées dans son livre Dossier Camille Claudel, qui sont des lettres bouleversantes de vérité et d'émotion. Pour en revenir à Madame Claudel, on invite Monsieur Alfred Boucher parce qu'il fait partie des notables. Il est professeur à Paris. Mais il dit à Camille qu'elle est très douée et qu'il faut qu'elle aille à Paris parce que nulle part elle apprendra. Parce que le père ensuite donc est nommé au bout de 3 ans à Vassy-sur-Blaise. De toute façon, Alfred Boucher s'en va. Il concourt pour le prix de Rome où il n'est pas reçu. Il reconcourt l'année d'après et il est à nouveau pas reçu, mais il est 2e prix, donc il peut partir à Rome. Et donc Camille va perdre sa trace pendant 2-3 ans. Le père, Monsieur Claudel, est nommé, Louis Prosper Claudel, est nommé à Vassy-sur-Blaise, pas loin de Colmar, Épinal, etc. C'est là où ce qui est intéressant, c'est qu'à Vassy-sur-Blaise, il y a une fonderie. On pense que Camille a vu fondre. C'est de là, de Colmar, qu'est originaire le sculpteur Bartholdi, et elle voit ce que c'est que la fonderie. Et c'est dans ces fonderies que alors, c'est là qu'a été sculptée la liberté, dans une des villes autour. C'était la région où la métallurgie était en essor, en extension, et puis à l'époque, c'était le début du chemin de fer. Et donc, la famille Claudel prenait le train pour revenir pendant les vacances à Villeneuve-sur-Fer en Tardenois. Mais au bout d'1 an et demi, Camille va exiger d'aller à Paris. Évidemment, M. Claudel, sur le moment, ne peut rien refuser à sa fille. Madame Claudel est furieuse et elle réussit quand même ce prodige à l'époque, à 17 ans, de faire que toute la famille déménage à Paris. Bon, il y avait aussi un prétexte, c'est qu'il fallait mettre Paul dans une très bonne école. Paul va rentrer à Louis-le-Grand. Au lycée Louis-le-Grand, à Paris. Camille, alors, ne peut pas rentrer aux Beaux-Arts parce que les femmes n'ont pas le droit d'y entrer encore. Ça ne sera qu'au début du siècle, qu'au début du XXe siècle, que les femmes auront le droit d'entrer aux Beaux-Arts. Et Camille entre à l'Académie Colarossi. À l'époque, les jeunes filles avaient le droit d'entrer dans les académies. Mais dans les académies, on ne sculptait pas le nu, parce que c'était interdit pour les jeunes femmes. Oui, alors par contre, elle dit aussi que l'Académie Colarossi est un peu moins bien que l'Académie Julian. Oui, c'est ce qu'on a dit. Oui. On a dit à l'époque que mais l'Académie Julian était beaucoup plus chère. Monsieur Claudel a trouvé un appartement pour sa famille, boulevard du Montparnasse. L'Académie Colarossi, à l'époque, était tout à côté de l'habitation de l'appartement des Claudel. Donc c'était aussi pour ça, sûrement. Mais donc elle y va, mais elle ne se mêle pas trop aux autres élèves. Non, sauf que les élèves anglaises viennent vers elle. Et Camille veut avoir un atelier à elle, parce qu'elle a monté un chez elle, mais elle voit très vite que ça ne va pas ou quoi. Parce qu'elle n'a pas assez de place, parce qu'il faut monter les escaliers pour arriver jusqu'à sa chambre de bonne.
qu'elle subtilise à la bonne. Enfin, c'est toute une histoire très intéressante. Et puis, elle trouve un atelier tout près dans la rue Notre-Dame-des-Champs. Et là, elle va accepter que des jeunes Anglaises viennent louer avec elle, si tu fais moins de frais. Et d'ailleurs, une des jeunes Anglaises viendra aussi en pension chez Madame Claudel. Et donc là, c'est une très belle relation qu'elle noue avec les jeunes Anglaises. Mais là, à nouveau, elle se montre très autoritaire. C'est elle qui décide de tout. Du prix, elle engage les modèles. Elle décide de qui elle va payer, combien elle paye. Et les jeunes Anglaises, un jour, sont furieuses. Donc on voit bien que c'est un tempérament chez Camille. C'est une grande passionnée. C'est aussi quelqu'un d'autoritaire qui impose son point de vue, qui sait très bien ce qu'elle veut. Oui, c'est ça, elle sait vraiment ce qu'elle veut. Vous dites, elle cherche comment se procurer de la glaise, du plâtre, du fil de fer. Tout. Elle décore les murs de tenture pour les isoler, le sol de tapis. Enfin, elle aménage tout. Oui. Elle décide des prix, des modèles, etc. Et en fait, c'est vraiment la maîtresse des lieux. C'est ça. Et donc, les pauvres Anglaises se sentent petit à petit exclues un peu. Alors c'est tout à fait juste parce que elle a été habituée, comme elle a vécu à la campagne, et donc Camille a appris à tout faire. Oui. Elle savait discuter avec les modèles du prix, du charbon, elle savait avoir les tarifs, elle savait évaluer ce que vaut le travail, et tout ça, elle le tient de sa mère. Camille a aussi tous les contacts. Oui. Au lieu de payer des cours, M. Alfred Boucher, avec qui M. Claudel a repris contact, à son retour de Rome, M. Alfred Boucher vient corriger les travaux de Camille, donc forcément les travaux des autres jeunes filles aussi. Voilà, donc les autres profitent évidemment de Camille, de ses connaissances. Alfred Boucher qui vient à l'atelier. Donc là, elle a 17 ans à peu près. Elle a 17 ans. C'est en 1881. On va redire un peu les dates. 81, oui. En 1881, elle a 17 ans. Elle a son propre atelier, donc elle partage quand même avec les Anglaises. Elle partage les frais. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va écrire pour exposer une œuvre. Alors ça, expliquez-nous cette première exposition, parce que c'est quand même intéressant qu'elle soit choisie. Oui, alors, on n'a pas de la lettre comme quoi elle écrit, mais on sait qu'à l'époque, ça se faisait comme ça. Oui. Elle participe donc au salon des Champs-Élysées. Elle expose là, mais elle se plaint parce que ses sculptures sont mal exposées. On sait ça par le catalogue, puisque son nom et les deux noms des sculptures sont marqués, c'est-à-dire Paul a 13 ans. On suppose que c'est une terre cuite, parce qu'elle ne faisait pas déjà du bronze. Donc c'est un visage de son frère. C'est un visage de son frère, de frère à 13 ans. Et il y a la sculpture de la vieille Hélène, qui était, elle s'appelait Victoire, en fait c'était leur gouvernante, la gouvernante de la famille, que les enfants aimaient beaucoup. Elle était une femme, une conteuse de village, en fait. Camille était fascinée aussi par l'histoire de ces pauvres gens, des petites gens qui sont dans la misère. Et puis, la situation dans les villages à l'époque, c'était les paysans, les vignerons, parce qu'il y avait beaucoup de vignes. Le village était très animé à l'époque, parce qu'il y avait des carrières d'argile, et on fabriquait des tuiles rouges pour les maisons. Il y avait des fours où on cuisait les tuiles. Et il y avait des plâtrières. Tout ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, le village était très animé. Il y avait beaucoup de métiers d'artisanat qui n'existent plus. Vous pensez que c'est ces métiers-là aussi que Camille voyait au marché? Ah ben c'est ça, voilà, je pense. Le potier qui est au marché, qui fait son pot devant les gens du village. Alors tout à fait, je voulais beaucoup montrer dans mon livre que comparer l'époque et aujourd'hui, il faut se resituer dans l'époque. Parce qu'à l'époque, les artisans travaillaient devant les gens, ce qui n'existe plus. Donc Camille a vu comment on utilisait la matière. La matière était une chose très vivante, et du dessin, elle passe très vite à la terre glaise, parce qu'il y en avait beaucoup dans sa région, et elle passe très vite au plâtre, parce que c'est naturel de regarder les artisans travailler. Je me suis inspirée que de faits historiques qui sont très connus, mais disons que je leur ai donné de la chair et j'ai travaillé sur l'époque. J'ai lu beaucoup de choses sur comment vivaient les gens à l'époque dans les villages.
les artisans étaient nombreux, les gens vivaient de quelque chose à l'époque. C'est ce qui m'a d'ailleurs beaucoup passionné. Oui, ce qui est intéressant, effectivement, c'est très plaisant à lire, d'ailleurs, parce que vous expliquez de manière simple, mais tout à fait claire. C'est un récit, c'est pas un roman, hein, c'est pas du tout romancé. C'est un récit. Tout est vérifiable. Sur les faits historiques, les sources, vous êtes sûrement allé aux archives, tout les est lettres de la famille, je ne sais pas. Oui, puis Jacques Cassard donne toutes les lettres de la famille. Et puis Jacques Cassard, l'historien qui a fait ce gros travail sur Camille Claudel. Il y a 40 ans, oui. Et alors ce qui est intéressant, donc, c'est effectivement la vie de cette jeune fille aussi, dans une époque où les jeunes filles ne sont pas du tout promises à une carrière, et encore moins une carrière d'artiste. Exactement. Les jeunes filles devaient se marier. Camille, elle ne pensait pas non plus à un métier. Elle pensait à un art, ce qui n'est pas la même chose. Elle pensait à vivre sa passion. Sa passion. Et donc Camille, en entrant dans l'atelier de Rodin plus tard, on pourra se libérer de cela. Mais moi, j'ai tenu à montrer comment, à l'époque, les jeunes filles sont conditionnées par un non-apprentissage. Et alors, comment elle va rencontrer Rodin, finalement? Donc, cette rencontre, d'ailleurs, elle n'est pas dans le livre, hein, c'est juste avant qu'elle le rencontre. Voilà, on reste en suspens. Oui, en suspens. Eh bien, c'est parce que... Qui va l'introduire auprès de Rodin? Alors, c'est Alfred Boucher. Donc, on voit bien aussi, j'ai voulu montrer que dans la vie, tout est relation. Et c'est Alfred Boucher qui, après, va parler du talent de cette jeune fille à Paul Dubois, qui un jour va venir dans l'atelier et va voir ce talent exceptionnel et va lui dire « Mais vous connaissez Monsieur Rodin ?» Elle n'a jamais entendu parler de ce nom, d'ailleurs elle ne sait même pas le répéter sur le moment. Et donc Alfred Boucher avait connu Auguste Rodin parce que, alors Auguste Rodin à l'époque a 44 ans, il a 44 ans et lui-même en 1870 il est parti, comme il était myope, il n'a pas pu faire la guerre de 70 à Paris, il n'a pas fait la Commune. Il est parti en Belgique, travailler pendant 7 ans, et à son retour en 77, à Paris, il ramène des sculptures qu'il a faites en Belgique, et il envoie sa sculpture, l'homme d'airain, l'âge d'airain, qui est superbe, et qui n'est même pas ouvert par le salon de Paris à l'époque. Et il a une idée géniale à l'époque, il fait ce qu'on appelle aujourd'hui des portes ouvertes. Il travaille, n'hésite pas à travailler devant les gens. D'accord. Et donc, il a des assistants qui viennent travailler avec lui, qui voient sa capacité exceptionnelle à modeler à une allure incroyable. L'homme d'airain était d'une telle perfection sur le plan technique qu'on l'a accusé de surmoulure. À l'époque, être accusé de surmoulure, ça voulait dire qu'on prenait les mesures sur le corps. Et donc, Alfred Boucher vient dans l'atelier et voit Auguste Rodin travailler à cette allure incroyable. Et donc, lui-même, avec d'autres, convoque plusieurs écrivains et journalistes connus de l'époque qui vont bien voir le travail de Rodin, dont les frères Goncourt, et dont, après Zola, etc., et surtout Octave Mirbeau, qui vont découvrir que Rodin sculpte, moule d'abord, et sculpte, et ils vont le faire connaître. Et Rodin, qui n'a pas beaucoup les moyens à l'époque, accepte de venir travailler une fois par semaine, de venir corriger les travaux de Camille et des jeunes Anglaises. Comme il voit que Camille est exceptionnellement douée, il l'engage comme praticienne dans un de ses ateliers à lui, il en a 3. Bon, alors on ne va pas continuer l'histoire, puisqu'aprce c'est effectivement c'est une autre histoire. Une autre période de la vie de Camille Claudel, donc ça s'arrête effectivement à ce moment où finalement elle est dans son atelier et c'est Alfred Boucher et Paul Dubois qui lui conseillent donc de rencontrer Rodin. C'est un récit donc vivant qu'il faut lire, Camille Claudel, naissance d'une vocation. Je rappelle, puisque vous avez parlé de l'homme d'airain, que cette sculpture est en ce moment présentée dans l'exposition Rodin, la lumière de l'antique, donc au musée Rodin. Et je rappelle, Jeanne Fayard, donc, que vous êtes à l'origine aussi d'une pièce de théâtre qui s'appelle Une femme Camille Claudel, que vous avez coécrit en 1981, que c'est cette pièce de théâtre qui a vraiment fait connaître Camille Claudel et son travail, puisqu'elle n'était pas connue du tout, avant cette pièce de théâtre, donc qui la remet en lumière, qui la met en lumière même, tout simplement.
Et vous avez également fait un gros travail d'édition avec justement la thèse de cet historien Jacques Cassard, qui est aujourd'hui disparu, mais qui a fait un travail énorme de documentation, c'est ce que vous nous avez dit un petit peu tout à l'heure, sur la vie de Camille Claudel. Alors, cette pièce de théâtre, en 81, je l'avais co-écrite avec Anne Delbé, qui l'avait mise en scène, et Jacques Cassard, cet historien que nous avions rencontré avant sa mort, nous avait prêté ses 12 années de recherche sur Camille Claudel, que nous avions utilisé avec son accord et que Anne Delbé par la suite a utilisé pour son roman. Mais donc j'ai publié avec sa veuve Bernadette Cassard le dossier Camille Claudel, le travail de recherche de Jacques Cassard, qui était le tout premier à faire ce travail d'exploration. Et qui a été réédité récemment en 2011. Voilà, chez Klinsik. Klinsik Archambault. Voilà. Alors j'ai tenu, moi je voulais dire, à faire ce petit livre pour donner aux jeunes l'envie de savoir qu'une vocation, il faut la vivre. Il faut se donner à sa passion et c'est pour leur donner des repères. Alors il ne faut pas écouter ses parents. Mais c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Absolument, absolument. Mais c'est vrai qu'il faut leur donner confiance en eux-mêmes, qu'il faut vivre sa passion. Il faut croire en son talent. Faire confiance à sa passion, il faut la vivre. D'ailleurs, cette collection, qui va devenir une collection qui s'appellera Naissance des vocations. Oui, voilà, alors, parce que justement, c'est donc... dirigé par Yann Dimé. D'accord. Et chez Rive-Neuve et Archambault Rive-Neuve. Chez Rive-Neuve et Archambault Édition. Voilà. Camille Claudel, Naissance d'une vocation. Et vous disiez que vous étiez en préparation d'Auguste Rodin. D'Auguste Rodin, Naissance d'une vocation également. Donc ça va devenir une petite série. Voilà, comme montrer comment les choses sont nées aussi pour lui, où il n'a pas eu non plus les choses faciles. La vie facile. Ça, c'est en préparation. Vous viendrez nous en parler la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne Fayard. Merci. Merci à vous.